Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du résumé du roman Jurassic Park de Michael Crichton. Donc du coup, alors aussi au cas où vous savez pas où on en est, je vous invite à aller regarder la précédente vidéo. Mais bon bref, commençons. Le paléontologue Alan Grant imagine sa vision du monde préhistorique et de la jungle étrange de la période du Crétacé quand il est interrompu par son élève Ellie Sattler. Les deux rencontrent Bob Morris, un avocat qui enquête sur John Hammond, un homme d'affaires excentrique et capitaliste. Grant et Sattler avaient ensemble du mal à voir le vieux John Hammond comme un homme mauvais et manipulateur. Il avait fait don de grandes quantités de fonds à leurs fouilles chaque année pendant plusieurs années. Maurice demande également à Grant s'il savait quelque chose sur InGen. Et Grant déclare qu'il a aidé leur conseiller juridique Donald Gennaro dans un projet quelques années auparavant pour environ 50 000 $, mais s'était finalement contacté de 12 000 lorsque Grant a abandonné l'affaire. Maurice révèle ensuite à Grant que Hammond est en fait le PDG et propriétaire d'InGen qui a créé une immense installation de génétique sur l'île de la Fondation Hammond au Costa Rica. Grant dit à Maurice qu'il ne sait rien de cette île et le fait sortir. Grant reçoit alors un message d'une femme nommée Alice Levin qui lui demande de la rappeler immédiatement. Grant essaie de dire à Levin qu'il est sûr que le lézard est un basilic commun, mais elle insiste. Grant accepte l'offre et est choqué par ses résultats. Il est certain qu'il s'agit des restes d'un Procompsognathus triassicus, un dinosaure vieux de 200 millions d'années. Stupéfait par sa nouvelle découverte, Grant est alors surpris lorsqu'il reçoit un appel de John Hammond. Hammond est évidemment nerveux à propos de sa nouvelle station balnéaire et de cet animal que Grant a trouvé. Il demande à Grant et à Sattler de venir tous les deux dans son complexe pour le week-end avec une indemnité de 60 000 $ par jour pendant 3 jours chacun. Assez d'argent pour financer leur fouille pendant encore 2 étés. Hammond leur dit de le rencontrer à l'aérodrome privé de Choteau le lendemain matin. Donald Gennaro parle de leur position actuelle dans le projet Jurassic Park à Daniel Ross, son superviseur. Selon Gennaro, ils détiennent 5% des actions générales d'InGen et qu'une inspection de l'île de Hammond est attendue depuis longtemps. Ross décide d'envoyer Gennaro et lui dit que si l'île est dangereuse de quelque manière que ce soit, brûlez-la. Alan et Ellie reçoivent du matériel envoyé par Hammond à InGen Corporation et commencent à le lire. Les colis portaient la mention « Les secrets industriels, ne pas copier ». Les paquets couvraient une carte entière de l'île d'Isla Nublar ainsi que des plans individuels de bâtiments spécifiques. Grant et Sattler supervisent ensuite le programme CAST, tomographie sonique assistée par ordinateur, pour voir des dinosaures non fouillés, dans ce cas un vélociraptor. Cependant, leur projet tourne court et ils doivent partir pour prendre leur envol. Gennaro se précipite hors de son bureau au cabinet d'avocats de Coman, Swain et Ross, sa secrétaire faisant rapidement ses bagages pour lui. Gennaro est ennuyé par le voyage d'affaires, il manque la fête d'anniversaire de sa fille et sa femme est en colère contre lui. Gennaro monte à bord du Gulfstream 2 Jet, le jet d'affaires d'InGen, et passe en revue les sujets du parc. À l'origine, il avait prévu 12 animaux, mais Hammond explique qu'ils sont bien au-delà et ont apparemment 238 animaux dans le parc. Gennaro, incrédule, commence à se souvenir de l'une de ses premières missions vers 1983, où il se souvenait de Hammond transportant un éléphant pygmée de Bornéo dans une petite cage qu'il montrait à des investisseurs et demandait de l'argent. Entre septembre 1983 et novembre 1985, le pachyderme portfolio de Hammond a levé de 870 millions de $, principalement auprès des investisseurs japonais Umaguri et Dainsaka. Grant et Sattler
attendèrent à l'aérodrome privé de Hammond de Choteau, où ils le rencontrèrent, accompagné de Donald Gennaro, le détestant à vue. Gennaro était un homme trapu et musclé portant un costume avec des lunettes à monture métallique. Hammond explique que leur île au Costa Rica est à court de secrets. Ils essaient de le garder aussi calme que possible et d'ouvrir le parc à un public choqué et ravi. Lewis Dodson était assis dans la salle de conférence du siège social de Biosyn à Cupertino, en Californie. 10 directeurs étaient maintenant assis autour de la table, attendant que le dernier arrive. Le chef de Biosyn, Steingarten, avait assisté pour que Dodson obtienne l'approbation du conseil d'administration sur ce plan. Enfin, Ron Meyer, le dernier membre du conseil d'administration, est arrivé. Dodson commence son aperçu de la InGen Corporation, leur démarrage en 1983, l'achat de 3 supercalculateurs Cray XMP et l'achat d'Isla Nublar au Costa Rica. C'était presque comme si InGen construisait le plus grand zoo et le plus grand centre de génétique jamais construit au monde. Lorsque les réalisateurs se sont énervés, il a expliqué qu'ils ne pouvaient pas avoir qu'un seul résultat à ce projet, un zoo pour les dinosaures. Ils les ont faits, ils les avaient brevetés, ils les possédaient. Et personne d'autre ne peut légalement les fabriquer. Cependant, Dodson est un employé mécontent qui a accès aux embryons. Lentement, les têtes des membres hochèrent la tête, mais personne ne parla, personne n'enregistra, et Dodson a poursuivi ses plans. Dodson entra dans le petit café de l'aéroport de San Francisco et s'est assis à côté de son homme. Il a donné à l'homme une mallette remplie de 750 000 $. L'entente était de moitié maintenant, de moitié lorsque les embryons congelés ont été présentés, pour un grand total de 1,5 million de $. Il demanda ensuite à l'homme s'il voulait revoir le plan une fois de plus, mais l'homme dit seulement d'avoir l'argent prêt lundi matin. Dodson a dit qu'il serait prêt à tout. Ian Malcolm monte à bord du jet privé de Hammond à Dallas et se présente rapidement. Malcolm explique qu'il ne porte que 2 couleurs de vêtements, noir et gris. Il déclare qu'il préfère consacrer sa vie sur les choses plus importantes que la mode et le sport professionnel. Le mathématicien commence alors à expliquer pourquoi le parc de Hammond est voué à l'échec. Il prétend que l'île est un accident en attente de se produire. Le groupe passa à un hélicoptère avant son dernier vol vers l'île elle-même. Il avait ramassé un autre homme à San José, Dennis Nedry, le programmeur informatique gros et bâclé du parc. Hammond explique que le vol dura environ 40 minutes. Ils survolèrent Cabo Blanco et les villages de pêcheurs de Bahia Anasco. Hammond décrit ensuite Isla Nublar comme un mont sous-marin, pas une véritable île, avec des fumées volcaniques visibles à plusieurs endroits sur l'île. Puis il voit l'île, une lame inversée bombée au nord de 3 km à son point le plus large et s'étend vers le sud sur 8 km. Une fois qu'ils ont atterri, ils sont accueillis par un homme aux cheveux roux nommé Ed Regis, qui les accueille sur l'île et fait en sorte qu'ils les suivent sur un chemin étroit dans une palmeraie. Puis le groupe voit plusieurs grandes jambes d'arbres, mais lentement, très lentement, Grande se rend compte qu'il regarde un énorme animal, pas une souche d'arbre. Il regarde ici un dinosaure, un apatosaure. Plus précisément, un troupeau de 18 spécimens dans un marais, accompagné de Maiasaura, d'Adrosaure et de Microceratus. Grant commence à les accepter immédiatement, trouvant de fausses hypothèses dans des études scientifiques pendant des années, puis se moque de lui-même, pensant à la rapidité avec laquelle il a cru leur exactitude. Cependant, Gennaro commence à penser à la fortune qu'ils vont faire. Il espère seulement que l'île est en sécurité. Et c'est la fin de la deuxième itération du roman. Alors ici, dans cette itération, on peut en apprendre un peu plus sur chaque personnage, donc Alan, Ellie, Dodson et tout, même si Dodson, dans le roman, a une scène supplémentaire contrairement au film. En effet, il en a une au siège social de Biosyn, et la deuxième, c'est dans un aéroport à San Francisco, et qui deviendra plus tard un café à San José, dans le film où il rencontre son espion Dennis Nedry, qui lui reste à peu près le même que dans le film. Et donc ensuite au niveau des dinosaures, eh bien déjà on peut voir que à la place des brachiosaures, ce sont des apatosaures dans le roman. Et d'ailleurs les apatosaures feront leur apparition dans l'univers des films grâce à Jurassic World. De même pour les Microceratus.
Et d'ailleurs, si on en croit le lore, ils étaient prévus également pour le parc d'origine dans le film. Et concernant Amand, on peut voir qu'il est assez différent du film parce que déjà, il paraît un peu comme un espèce d'antagoniste secret. Enfin, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on verra beaucoup plus dans les prochaines itérations. Et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette analyse de la deuxième itération du roman Jurassic Park de Michael Crichton. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires et à la prochaine.